Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices et chers internautes. Bienvenue sur le podcast Vie Prône sur le thème Regard sur le cancer. Vous êtes avec votre intervieweur Boné Célia. Notre invitée du jour est Madame Arsenia Rousseau-Arlequin. Bonjour, Madame Rousseau. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous rejoignent. Alors, nous allons commencer par une présentation de l'invitée. Qui est Madame Rousseau et pourquoi est-elle présente aujourd'hui? Alors, je suis surtout aujourd'hui présente parce que je suis concernée par votre thématique, à savoir les proches aidants qui s'occupent d'une personne en situation de handicap ou malade ou une personne âgée ou encore une personne en fin de vie. Et que cela fait partie de mon parcours. Et j'ai appris beaucoup de choses pendant cette expérience. J'ai écrit aussi à ce sujet et je voudrais transmettre certaines informations pour aider les autres. Très bien. Et du coup, vous avez mentionné notre sujet du jour, en effet, c'est l'aide aux proches aidants. Est-ce que vous pourrez définir ce qu'est un proche aidant? Parce que c'est vrai que c'est pas un terme qui peut parler à tous. Si vous deviez définir avec vos mots, qu'est-ce qu'un proche aidant? Alors, le proche aidant, je dirais déjà, faut pas confondre avec les professionnels qui s'occupent des malades. Le proche aidant, c'est n'importe qui autour de vous, la famille, le voisin, les amis, les collègues, qui se donnent un peu de mal pour vous aider à passer les mauvais caps, les mauvais moments, les instants douloureux. En particulier, on est proche aidant lorsqu'on s'occupe d'une personne qui est dans le besoin. À partir de cet instant-là, on va se retrouver à lui apporter de l'aide sur différents plans, à différents points de vue. Et c'est ce qui fait de nous un proche, une personne à proximité de cet individu qui est dans le besoin, et aidant parce que nous allons l'aider à vivre au mieux la situation traversée. D'accord. Merci pour cette définition très claire. Vous avez dit une personne dans le besoin. Est-ce que ça regroupe personnes atteintes d'une maladie particulière ou pas nécessairement? Alors, la particularité, la spécificité du proche aidant et de tous les conseils qui se rapportent au proche aidant, c'est que ça ne s'adapte pas à une situation donnée en termes de maladie. Ça s'adapte à toute personne qui accompagne autrui. Donc, ça peut être la même situation, les mêmes cas, les mêmes idées, les mêmes démarches, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, quel que soit le motif de l'accompagnement. D'accord. Quelles seraient les actions, les missions principales d'un proche aidant? Qu'est-ce qu'il se retrouve à faire le plus souvent? Alors, le plus souvent, le proche aidant se retrouve à s'occuper de la personne en permanence, d'où la nécessité d'une organisation gestionnelle pour le timing, parce qu'il faut quand même se consacrer un petit peu de temps, ne serait-ce que pour soi-même et pour le repos. D'une manière générale, ce proche aidant va se trouver à faire des actions de la vie courante, éplucher une orange, l'aider à se lever quand les services spécifiques ne sont pas de passage, l'aider à s'habiller, peut-être même dans certains cas, et souvent dans certains cas, l'aider à manger, à porter la nourriture à la bouche de la personne. Donc, toutes les actions de la vie courante sont accompagnées et réalisées par le proche aidant dès lors que la personne ne peut pas s'exécuter elle-même. D'accord. Donc, si je comprends bien, autrement dit, un proche aidant effectuerait les mêmes missions qu'un auxiliaire de vie diplômé. Donc, c'est des compétences, ce sont des qualités aussi en termes de personnes. Parce que je suppose que c'est pas tout le monde qui peut devenir proche aidant. Qu'est-ce qui, quels sont les critères de personnalité que l'on retrouve le plus souvent chez un proche aidant? Alors déjà, je vais revenir sur la première partie. Ce sont des missions complémentaires. Parce que lorsque les services médicaux ne sont pas présents, il faut se substituer à ce service-là. Il faut assumer les soins d'hygiène, les soins de nursing, l'aide à la nourriture, comme je le disais tout à l'heure, et tout ce que fait le personnel soignant. Mais pas que, parce qu'il va y avoir autour de cela
toute une série d'actions que l'on va accomplir, déjà ne serait-ce que sur le plan administratif. Il faut faire des démarches assez souvent pour la personne. Il faut aussi s'occuper d'apporter dans la vie de cette personne quelques moments de bonheur, quelques moments de confort et de réconfort. Donc, on va se retrouver dans une situation où on devient polycompétent. On va être psychologue, on va être secrétaire, on va être agent de soins, services médicaux lorsque les services ne sont pas là, mais on va aussi être la nounou pour l'aider à manger. On va être l'accompagnatrice qui peut lui lire un livre. On peut être aussi tout simplement la dame de compagnie qui va l'aider à jouer à la belote ou à regarder quelque chose à la télé. Tout est fonction de l'état de la personne que l'on accompagne dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il est important et de plus en plus nécessaire maintenant que les personnes qui se retrouvent en situation d'être des proches aidants apprennent, comprennent pour bien pratiquer, car il y a vraiment des tâches multiples à accomplir dans le cadre de cette activité d'accompagnement d'une personne qui est dans le besoin. J'ai d'ailleurs un chapitre qui s'intitule Mon rôle d'aidant, et ce chapitre qui tient sur environ 9 pages va passer par une série de métiers incroyables. Incroyables, ne serait-ce que je regarde par exemple le nettoyage du linge. Quand vous avez une personne qui est malade, selon bien sûr son état, c'est quelque chose que j'ai connu, vous pouvez parfaitement vous trouver dans une situation de devoir changer le linge de lit 2, 3 fois par jour. Et je ne vous parlerai même pas du pyjama ou de la chemise de nuit ou du vêtement qu'il faut changer sur la personne aussi plusieurs fois par jour. Donc, ce sont des actions multiples qui vont occuper en permanence le temps du proche aidant. D'où le danger pour le proche aidant. Et ça se rapporte, on le verra plus tard, au me de je me soigne. Se protéger pour éviter épuisement, pour ne pas succomber au danger que représente cette lourde tâche. Oui, du coup, vous venez de faire allusion au titre de votre livre. Est-ce que vous pouvez le rappeler à tous nos auditeurs? Alors, le livre s'intitule Mon époux est malade, alors je me soigne. Et j'insiste sur la prononciation du me, donc je me soigne, car il s'agit là du rôle du proche aidant pour assurer et garantir sa protection, donc pour le préserver, pour le protéger, afin qu'il ne succombe pas à l'épuisement. Effectivement, le titre de votre ouvrage peut sembler un peu paradoxal. Vous avez bien précisé en amont toutes les missions au final. En tout cas, vous avez évoqué les missions du proche aidant, mais aussi le poids que ça peut être. Est-ce que on pourrait rentrer, puisque du coup vous avez vécu cette situation, est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus en détail quant aux problématiques d'être un proche aidant? Quels sont, je dirais pas les inconvénients, mais vraiment les problématiques? Parce que au final, c'est être un proche aidant, ça fait partie de la vie interne du proche aidant. Mais il a déjà aussi, je suppose, un emploi. S'il en a un, il a une vie. Et à sa vie, il rajoute d'aider la personne qui est en situation de maladie ou d'inconfort. Quelles seraient les problématiques du coup? Alors, les problématiques sont très nombreuses et la première chose à évoquer, c'est la nécessité d'un bon relationnel dans le binôme aidant-aidé. Car il faut que ça passe. Il est évident que si ça ne passe pas, nous ajouterions une problématique supplémentaire et non des moindres. Donc, il faut que le relationnel soit convenablement établi avec un climat de confiance lorsqu'on dit à la personne qu'on fait quelque chose pour elle ou qu'on lui demande à elle-même de faire quelque chose, qu'elle comprenne la nécessité d'adhérer, voire même de collaborer si cela se peut selon l'état de la personne que l'on accompagne. Les problématiques sont aussi d'ordre administratif. Beaucoup de papiers à faire, beaucoup de démarches à faire, que de toute façon la personne malade ou accompagnée
ne pourra pas faire elle-même. Donc, beaucoup de déplacements, beaucoup d'attentes dans les différents bureaux et parfois avec une grosse difficulté, c'est qu'on n'est peut-être pas formé à cela et qu'on ne connaît comment pas, on ne connaît peut-être pas comment remplir un document, on ne connaît peut-être pas où il faut s'adresser. Donc, véritablement là, on se retrouve enfermé dans le cercle du circuit difficile et long, administrativement parlant. Sur le plan du physique, c'est extrêmement éprouvant pour la personne qui accompagne et qui va devoir subir, d'une part, les démarches pour aider la personne physiquement. Je pense par exemple à un accompagnement à la douche. Je pense par exemple à l'aider à enfiler un vêtement. Je pense par exemple à lui découper sa nourriture en petits morceaux, voire même peut-être à tout mixer, etc. Cela représente des tâches qui occupent et sur lesquelles il faut prêter une grande attention, puisque, par exemple, si ce jour-là, il y a du poisson, il faut absolument veiller à ce qu'il n'y ait pas d'arête dedans. Si c'est de la viande, il faut veiller à ce que ce soit parfaitement mixé, puisqu'on a le problème aussi des malades qui ont des problèmes au niveau qui ont des soucis au niveau de la déglutition. Donc, il faut faire attention à cela. Sur le plan du psychique, il faut être en mesure de s'auto-protéger, de donner tout ce que l'on peut donner à l'autre pour l'aider, mais dans le souci de se préserver et de se garder quand même une petite part de sécurité pour sa propre personne, pour son propre physique, pour sa propre santé. Sur le plan des finances, je me souviens avoir écrit dans mon livre qu'une personne malade coûte tellement plus cher qu'une personne en bonne santé. On a du mal à le croire tant qu'on n'est pas dedans. On se demande pourquoi les EHPAD coûtent si cher, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais parce que il faut tout faire pour cette personne et il faut vous entourer vous aussi en tant que proche aidant de moyens pour que vous soyez soulagés dans toutes les tâches de la vie, dans toutes les tâches que je viens de citer. Le ménage, il faut plus que le proche aidant ait à le faire parce qu'il a déjà assez à faire à s'occuper de la personne. La nourriture, il faut que quelqu'un puisse aider des fois des amis. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir des amis, des voisins qui venaient, qui intervenaient à ce niveau-là pour nous. Et sinon, vous avez aussi les services de portage de repas ou encore aller dans des entreprises des services traiteurs qui vendent des repas que vous pouvez emporter. Et mieux encore, ne vous déplacez pas, faites-vous livrer. Tout ça, ce sont des détails. Je réponds à chaud aux questions qui sont posées. Mais on va trouver tous ces détails-là dans le livre. Et aussi, ce sont des éléments qui vont soulager la tâche du proche aidant. Parce qu'imaginez-vous le proche aidant qui court chez les médecins, qui court faire les papiers, qui court à droite, qui court à gauche. Je peux vous assurer que très vite, vous allez sentir qu'il modifie son rythme respiratoire. Vous allez noter chez lui un débit de parole excessif avec une répétition des mêmes choses. Eh bien, tout simplement, si vous vous y connaissez, vous constaterez qu'il est en cheminement pour plonger lui-même. Oui. Oui. À part cela, sur le plan du moral, on doit être fort. J'ai presque envie de m'autoriser à dire d'essayer d'être puissant, si possible. Parce que lorsque le moral est au plus bas pour l'autre personne que vous accompagnez, il faut justement à ce moment-là que vous arriviez à mettre votre moral au plus haut. Car c'est à travers vous que la personne se regarde, comme dans un miroir, pour savoir et pour déterminer, évaluer son propre état de santé. Si la personne vous voit, je dirais rayonnante, entre guillemets, mais en tout cas, je veux dire par là, si la personne vous voit bien, qu'elle sent que vous dégagez quelque chose de positif, quelque chose qui donne de l'espoir. Si la personne voit en vous quelqu'un qui y croit, quelqu'un qui s'accroche, la personne va y croire, va espérer, va s'accrocher.
Mais il est évident que si cette personne aidée, quand elle vous regarde, elle voit tout votre désespoir, tous vos embêtements, tous vos soucis, peut-être vos larmes ou vos réflexions, parfois qui peuvent être désagréables, mais c'est dû à la lassitude qui commence à s'exprimer. Comme on dit souvent en conférence, quand vous commencez à dire « Oh là là », c'est déjà un premier signe. C'est déjà le tout premier signe. Ça veut dire que ça commence à vous atteindre. Et si jamais vous en arrivez à vous dire, ouais, c'est dur, il faut faire ci, il faut faire ça, répétez, répétez, parlez vite, parlez beaucoup, Mm. posez-vous. Quand je dis posez-vous, ça veut vraiment dire calmez le jeu. Bien sûr. Ralentissez votre rythme à vous, car c'est à travers votre rythme à vous que tout le reste va ruisseler sur la personne qui a besoin de votre aide. Bien sûr. Et du coup, vous avez très bien répondu à ma question. Vous avez même été au-delà en prodiguant certains conseils. Mais vous l'avez beaucoup mentionné, votre livre semble être quand même une sacrée mine d'informations pour un proche aidant au final. Est-ce que vous pouvez, excusez-moi, nous expliquer en quelques mots quel est cet ouvrage, que contient-il et qu'est-ce qui l'a inspiré? Alors, cet ouvrage, donc je rappelle, Mon époux est malade, alors je me soigne. Il contient déjà en tronc commun le témoignage authentique de l'accompagnement que j'ai fait de mon époux avec en même temps ma maman très âgée. Concernant donc les autres paragraphes, on va y trouver des éléments très positifs, des conseils, des astuces, des bonus, des recettes, quelques orientations pour les démarches à accomplir. Et surtout, j'ai éparpillé dans ce livre chaque situation précise des informations sur tout ce qui existe comme matériel pouvant nous soulager dans la tâche. Car beaucoup de gens ne savent pas forcément tout ce qui existe comme moyen financier, moyen matériel, moyen humain pour pouvoir les aider dans leurs tâches. Au niveau du moyen matériel, par exemple, il m'arrive de parler de la chaise de garde-robe, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Tout le monde connaît la chaise de douche. Elle est blanche en général, elle reste sous la douche. Mais il existe une autre chaise d'un autre type, d'une efficacité incroyable, d'une aide vraiment très très importante. C'est cette fameuse chaise de garde-robe qui a la particularité d'avoir des roulettes, donc c'est comme un fauteuil roulant, avec lequel vous pouvez prendre le malade au plus près de son lit, vous le faites asseoir sous cette chaise au plus près de son lit, et vous poussez cette chaise roulante de garde-robe jusque sous l'eau de la douche. Ce qui soulage énormément, par exemple, lorsque vous avez une personne que vous devez aller emmener pour se baigner et que vous devez faire une petite distance et soutenir, par exemple, le poids de la personne affaiblie. Avec la chaise de garde-robe, il y a juste le mouvement de sortir les fesses de la personne du lit, soutenir le corps et passer les fesses sur la chaise. Et cette chaise va rouler jusque sous l'eau. Vous ouvrez le robinet avec la personne assise sur cette chaise. Donc, bien évidemment, je parle d'une chaise qui peut être mouillée. Je Génial. fais aussi allusion dans mon livre à tout ce qui concerne les articles tels que le décubitus. Le décubitus, c'est une espèce de grand traversin qui prend la forme du corps d'une personne couchée sur le côté. Et la particularité, c'est que vous pourrez caler la personne très facilement avec cet objet. Vous ne serez pas obligé à chaque fois de venir lui dire, tourne-toi Ah sur le oui. côté, reste un petit moment sur le côté. Ou encore, si la personne retombe, elle a du mal, peut-être à cause de sa faiblesse physique, elle a du mal à se remettre elle-même sur le côté. Eh bien, le décubitus va jouer pleinement son rôle en la circonstance. Vous avez des articles comme le demi-lune. Si la personne peut rester en position assise ou demi-assise, mais que de par sa faiblesse musculaire toujours, elle a tendance à tomber à droite ou tomber à gauche, eh bien, vous l'entourez avec ce traversin qui est déjà tordu en forme de demi-lune. Donc, la personne est coincée à droite,
coincé à gauche, peut regarder la télé. C'est doux, c'est agréable. Et ces articles, entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres dans mon livre, ces articles-là ont une particularité, c'est que même si la personne transpire, ou la personne fait pipi, ou la personne bave, ce qui peut arriver, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment un problème parce que ce sont des articles qui peuvent être mouillés. Après, vous Donc, passez c'est juste agréable. votre chiffon avec un peu d'alcool pour nettoyer. Vous désinfectez cela ou alors avec le produit qu'on lave les mains, je ne fais pas de publicité, qu'on a beaucoup lavé en 22, 20, 20 et 22. Vous pouvez utiliser cela, vous désinfectez bien et c'est parfait. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il existe des matelas qui facilitent le nettoyage, la douche, la toilette d'une personne alitée. Parce que ces matelas aussi ont la particularité de pouvoir être mouillés, essuyés, désinfectés. Naturellement, avec cela, les personnes qui en auront la possibilité, les proches aidants qui en ont la possibilité, vont suivre des formations pour apprendre à retourner un malade. Parce que ça aussi, il faut savoir le faire. Il y a des techniques. On ne le fait pas n'importe comment. Soulever un malade, on ne le fait pas n'importe comment. Redresser la tête d'un malade, l'important est de bien plaquer la main ouverte sous l'omoplate de la personne jusqu'au niveau de le bras remonte jusqu'au niveau de la nuque parce qu'il faut tenir la tête, il faut tenir le cou, il faut tenir les épaules. Tout cela aussi peut s'apprendre d'ailleurs pour les personnes qui le souhaitent, peuvent aller suivre des formations en tant que proche aidant. Pour ma part, j'ai aussi suivi ce type de formation, apprendre à bouger le malade. Il y a une autre formation aussi que je voudrais signaler, mais qui se fait un peu sur le tas avec le psychologue qui s'occupe de la personne, c'est apprendre à communiquer, Bien car sûr. selon le type de maladie, je citerai par exemple l'Alzheimer. Quand vous voyez que vous avancez, vous cheminez avec quelqu'un qui peut-être va devenir Alzheimer. Vous avez vu que j'édulcore mes propos. Je ne donne pas toute la dose en même temps. Je vous le donne tout doucement. Peut-être que la personne est en train de devenir Alzheimer. Il est temps d'apprendre un certain nombre de choses et de faire les démarches et de vous procurer tout ce qu'il faut. Parce que Bien la sûr. communication va être totalement différente avec cette nouvelle personne qui ne vous connaît pas, que vous ne connaissez pas et qui ne parle pas le même langage que vous, qui n'est pas dans la même codification que vous, qui n'est pas dans la même communication que vous, qui n'est pas dans la même compréhension de ce qui se dit. Parce que des fois, il y a des choses qui se disent, mais c'est pas ce qu'il faut entendre. Il faut être capable de passer le premier degré pour aller chercher en profondeur ce que la personne essaye de transmettre comme message. Et ça s'apprend aussi. Bien sûr. Donc, si je comprends bien, et pour récapituler, ce qu'il va malheureusement falloir clôturer. Donc, dans votre ouvrage, Mon mari est malade, alors je me soigne. Ce sera un témoignage, votre témoignage, assemblé avec beaucoup de conseils pour toutes les personnes qui sont proches aidants, qui seront amenées à être proches aidants. C'est des conseils pratiques, mais aussi très bienveillants au final. C'est ce que je retiens de cette interview. C'est beaucoup de bienveillance de votre part. De votre vécu, vous avez su faire un ouvrage complet, vrai, et j'invite franchement tous nos auditeurs, tous nos auditrices et internautes, bien sûr, à vous procurer cet ouvrage parce que dans cet ouvrage, vous trouverez vraiment un vécu honnête, sincère et transparent avec la bonne dose de conseils et d'histoires. C'est franchement un très beau mélange. Et on remercie du coup notre invitée, Madame Rousseau, pour avoir témoigné aujourd'hui avec nous, pour avoir accepté de répondre à nos questions et merci d'avoir promu votre livre qui, j'espère, sera vendu et connu et lu par un grand nombre parce que ce genre d'ouvrage est nécessaire. Est nécessaire parce qu'en tant que proche aidant, souvent on se retrouve perdu, seul et ça devient vite overwhelming. Je sais vraiment pas comment on dit ça en français, mais ça devient vite perturbant. En tout cas, Absolument.
Merci Absolument. beaucoup. Et je voudrais juste, pour finir, dire qu'effectivement, ce livre a déjà eu un grand succès. Il a été approuvé par une quinzaine de financeurs et d'institutions en Guadeloupe qui m'ont accompagné après la lecture du livre. Ils m'ont accompagné et ont donné les moyens à notre association, les aînés du Réseau. Je remercie tous les membres par la même occasion. Ils nous ont donné, ces financeurs et ces institutions, les moyens de donner du bonheur à des proches aidants pendant les années 2022 et 2023. Au revoir à tout le monde. Vipod remercie notre invitée du jour, Madame Rousseau-Arlequin. Merci beaucoup. C'était Vipod sur Regard sur le cancer avec le sujet des aides des proches aidants. Merci à tous. Merci, au revoir.